La table ronde de cet après-midi prend la suite, vous verrez, très logique de ce que vous avez entendu ce matin sur ce qui se passe aux États-Unis. Et puis vous avez entendu aussi ce qui s'était passé dans le passé dans d'autres pays. Alors le titre de cette table ronde est assez ambitieux. C'est le partage égalitaire du savoir, conditions, obstacles et limites, confiance dans les institutions au sens large. Bon, ça peut être les institutions universitaires, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être celle qui régule au niveau d'État, ça peut être les éditeurs, ça peut être beaucoup de choses. Bon, donc on a invité trois personnalités tout à fait remarquables, comme vous allez voir, mais qui sont très différentes. Nous allons avoir d'abord un mathématicien, mais qui se définit plutôt comme un membre des sciences humaines et sociales spécialisé dans le numérique. David Chaval-Arias, je vous le présenterai un petit peu plus tard, mais je pense que beaucoup déjà d'entre vous le connaissent parce qu'on l'entend souvent à la radio. Il a écrit des livres, au moins un livre très important. Ensuite, nous avons quelqu'un dont vous avez peut-être moins entendu parler dans le milieu universitaire, mais qui a remplacé. Donc vous savez qu'on attendait Alain Fischer, et Alain Fischer s'excuse parce qu'il a été obligé de partir en urgence. Ouais. Au Maroc, à l'enterrement. Au Maroc, à l'enterrement de quelqu'un de proche. Donc il s'excuse, mais on a la chance d'avoir Hervé Maisonneuve qui va faire la deuxième intervention, et c'est un médecin qui est très spécialisé dans les questions de publication scientifique et de lutte contre les fraudes de toutes sortes. Il nous parlera de ça. Et puis ensuite, on a l'honneur d'avoir Jean Jouzel, que je ne présente pas, mais qui est un climatologue ultra connu. Donc je le présenterai quand même un petit peu plus tout à l'heure. Mais donc je vais tout de suite donner la parole à David Chaval-Arias, qui va nous parler il a choisi comme titre la connaissance et ses sources d'autorité dans le viseur des intermédiations artificielles, recommandations algorithmiques et intelligence artificielle conversationnelle. Donc un sujet tout à fait d'actualité. Voilà. Je signale d'ailleurs qu'il a fait un très bel article, donc j'en profite pour faire de la publicité maison, dans le dernier numéro de Raison Présente qui s'appelle Pouvoir et Science, et son article s'appelait Désinformation contre discours technoscientifiques, l'idéologie trumpiste ou une certaine idée de la science. Voilà. Et tu vas parler un peu plus largement. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais essayer de présenter dans les 25 minutes à la fois des recherches, des réflexions sur Alors là, j'ai mis nouveaux autoritarismes, mais c'est plutôt une nouvelle combinaison d'autoritarismes qui souvent sont anciens, et comment ça impacte à la fois la connaissance et les régimes de circulation d'informations. Alors juste pour commencer, pour faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin, notamment Annabelle Ferrand, je vous passe les discours. Because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country. Ladies and gentlemen, the universities do not pursue knowledge and truth. They pursue deceit and lies, and it's time to be honest about that fact. We need wisdom. And there was a wisdom in what Richard Nixon said approximately 40, 50 years ago. He said, and I quote, "The professors are the enemy." We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. And today, Jennifer and I had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels. Il parle
mur ouest du mont du Temple à Jérusalem. Hein, le temple so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. The very sovereignty of Israeli soil, Israeli cities, locations, is a critical next step to showing the world that this is the land for Jews and the land of Israel. Do what needs to be done here in Israel, because I truly believe this is a moment where America will have their back. And that's why when we talk about climate change, I don't get upset about it and I don't get worked up about it. It's because my faith is not in climate change. It's not in scientists dictating what we should and should not do to save the environment, because my faith is in Jesus Christ. Right? He's saved today, tomorrow, and forever. Yesterday, and so, you know, if you read through the book, you know all it is. It's not climate change. And that's my closing speech. Voilà, c'est assez simple, il faut lire les bons livres. Je vous ai montré cette séquence juste pour introduire aussi une autre dimension, une autre force qui se combine avec celle dont on a parlé ce matin, qui sont là les fondamentalismes chrétiens aux États-Unis, dont on a parlé un petit peu aussi, mais qui ont pris beaucoup de pouvoir, et notamment l'intervention par exemple de Peter Hegseth explique que, en gros, il lance des nouvelles croisades et qu'il faut que les Juifs puissent reconstruire le temple, parce que c'est une croyance très forte parmi les évangélistes fondamentalistes chrétiens, qu'il faut que les Juifs reconstruisent le temple pour que l'Armageddon arrive et que ça soit la prédiction, que les prédictions de la Bible se réalisent. Et donc, c'était aussi pour vous montrer qu'on est dans quelque chose de complètement irrationnel, enfin, en tout cas de notre point de vue, à la fois sur l'attaque de la science qui va être motivée par différentes choses. Donc là, c'est une croyance, une certaine croyance en due à un certain évangélisme chrétien. On va voir aussi les questions de l'IA, les questions aussi tout simplement de la cubicité. Mais ce qui est nouveau, enfin en tout cas un peu inquiétant, c'est que tout ça se combine et va aller vers les attaques des institutions de la démocratie et de la science. Alors, juste pour rappeler très rapidement une évidence, c'est que ne pas croire en la science, ça coûte des vies. Hein, ça, vous avez ici à gauche le décalage entre le nombre de morts par 100 000 habitants dans les comtés pro-Trump et dans les comtés pro-démocrates pendant la Covid, donc, où les républicains en fait disaient ça sert à rien les masques, ça sert à rien les vaccins. Bah, voilà, ils ont eu 6 fois plus de, je sais pas combien, 6 à 10 fois plus de morts. Pareil, en ce moment-là, il y a une épidémie de variole, qui est quand même une maladie qu'on sait soigner. Il y a un vaccin, mais juste parce qu'on a des antivax à la tête de rougeole, excusez-moi, misole. Rougeole. Misole. Parce qu'il y a Robert Kennedy, et puis évidemment toute l'idéologie derrière, on repart dans des épidémies. Donc, juste si on se demande pourquoi la science est importante, rien que pour ça, c'est important. Alors, la dernière séquence vidéo, hein, c'était une élue représentante du Minnesota qui expliquait qu'elle n'avait pas besoin de croire dans le changement climatique, que tout était écrit dans les livres, etc., et que ça ne se terminait évidemment pas avec des problèmes de changement climatique, donc ce n'était pas un problème. Ici, vous avez une observation à l'échelle mondiale, en langue française et anglaise sur le média Twitter, donc celle-là date de 2019, mais on a la même, plus récente, c'est la même structure, des débats sur les questions de changement climatique. Donc sur cette image-là, chaque point est un compte Twitter, donc derrière il y a une personne, une institution, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on analyse leurs interactions, émergent des grands blocs. Et donc à gauche, on reconnaît là, par exemple, Greta Thunberg, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn. Donc ça, c'est les personnes qui relaient l'information fiable sur le climat ou qui défendent les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Et ici, vous avez un bloc qui sont les climato-dénialistes, qui se séparent en deux catégories ici. En bas, c'est plutôt le climato-dénialisme politique, et en haut, plutôt le climato-dénialisme fossile. Oui, ici, pardon, ici, là, à droite. Et donc, c'est juste pour vous montrer que on peut faire des sondages, il y a plein de sondages qui montrent que le climato-scepticisme est très présent dans les populations, et on peut aussi l'observer au niveau mondial sur les environnements numériques, et par exemple donc, ce gros bloc-là de personnes qui militent en fait contre les mesures climatiques, on l'a observé depuis 2016 jusqu'en 2023, et c'est à peu près toujours entre 25 et 30%, mais avec une augmentation
ces dernières années, qui sont liées aussi au retour de Donald Trump dans la sphère médiatique. Alors évidemment, ça, je ne m'appesantis pas là-dessus parce qu'on en a parlé ce matin, mais évidemment, en termes d'attaque contre la science, les États-Unis sont bien dotés maintenant avec Trump. Et on a des attaques directement sur les scientifiques. Je vous montre l'image de droite qui je trouvais intéressante. Donc c'est une des dernières péripéties de l'administration Trump qui décide qui envisage donc de détruire un équipement scientifique qui vise à mesurer les courants marins et des choses dans les océans profonds. Et ça vient donc de Bulletin of Atomic Scientists, enfin ça a été relayé dans plein d'endroits, mais là c'est le relais de Bulletin of Atomic Scientists, dont vous savez qu'ils ont le Doom's Clock, qui là est à 85 secondes avant minuit. Donc on n'a jamais été aussi proche, quasiment, sauf peut-être pendant la crise à Cuba, de minuit à leur horloge. Alors si on regarde au niveau, juste pour prendre un exemple, et après j'élargirai un petit peu, si on revient sur les questions de réchauffement climatique, d'essayer de comprendre comment une attaque contre une telle évidence scientifique et qui est une urgence collective peut perdurer dans le temps. Ici par exemple, vous avez l'évolution sur le média Twitter X, on a analysé en masse, donc plusieurs millions d'échanges, de la proportion entre le nombre de comptes qui défendent une attitude, on va dire, pro-climat, pour faire vite, donc en orange, et ceux qui défendent le climato-dénialisme. Et donc vous voyez qu'il y a des variations, donc à chaque fois qu'il y a des événements climatiques extrêmes ou des COP, évidemment le climat revient sur le devant de la scène au niveau politique et médiatique, et il y a de plus en plus de sites de climato-dénialisme qui s'activent. Et vous voyez que là on est en 2021, là on est début 2023, et vous avez une augmentation très sensible à partir du moment de la guerre en Ukraine, où les climato-dénialismes augmentent sur ce réseau-là, et à partir d'octobre 2022, au moment où Elon Musk rachète Twitter, vous avez un effondrement de la parole, on va dire, pro-climat sur ce réseau-là, c'est l'effondrement en orange, ce qui fait qu'à la fin de l'observation-là, vous avez, en gros, quand vous prenez un compte au hasard, vous avez une chance sur deux de tomber sur un compte climato-dénialiste. Donc il y a une reconfiguration dans cet espace-là, sur cette science-là, du rapport en fait entre la science et l'anti-science. Et évidemment, il y a eu plein d'attaques, on en a déjà parlé, donc je passe assez vite. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, en fait, le contexte actuel donc, de défiance envers les institutions, envers la science, n'est pas uniquement dû à l'arrivée de Donald Trump, mais il a été catalysé par notamment la pandémie qu'on a traversée en 2020. Ici, vous avez plusieurs prises de parole, donc il y a Donald Trump, il y a aussi Elon Musk, avec toute cette, on va dire, campagne contre ceux qui avaient mené la lutte contre le Covid-19, notamment aux États-Unis, Fauci. Donc, par exemple, là, Elon Musk, c'est devenu une vraie obsession, il dit qu'il faut le condamner. Je ne sais pas comment on fait. Mais j'essaie de dire tout à l'oral de ce que vous voyez, donc vous n'allez rien manquer. Et cette défiance en fait vis-à-vis du corps médical et des responsables de la crise Covid s'est cristallisée, et on a vu vraiment, parce qu'on a deux observatoires sur ce média-là, X-Twitter, aussi dans des domaines de la pandémie, donc des crises de pandémie. On a vu à ce moment-là, en 2020, 2021, 2022, des communautés numériques très importantes se former pour en fait faire la négation de la science autour du vaccin. En parallèle, vous avez des réseaux sociaux numériques, comme par exemple toujours X-Twitter, qui ont décidé, au nom de la liberté d'expression, d'arrêter de faire de la modération sur la désinformation sur des choses comme la pandémie et de Covid. Et ça va même jusqu'à poursuivre les individus, c'est-à-dire que là, vous voyez, Elon Musk à droite est allé jusqu'à virer son ancien responsable de la modération et le livrer à la vindicte de ses fans. Et cette personne-là a même dû déménager parce qu'il se retrouvait avec des gens en bas de chez lui qui voulaient lui faire la peau. Et si on regarde au niveau mondial, donc là c'est toujours pour vous donner un peu le contexte de cette cristallisation autour de la crise Covid. Ici, sur cette image-là, donc encore une fois c'est la même image que tout à l'heure, c'est-à-dire chaque point est un compte Twitter, ou X maintenant, et les petits filaments que vous voyez, c'est les circulations d'informations. Quand on analyse donc les échanges Covid là, sur 2 ans,
on voit qu'il y a, donc là vous avez sur un truc comme ça, vous avez à peu près 200 000 comptes. On voit qu'il y a ce qu'on appelle des communautés qui se forment, c'est-à-dire des comptes en ligne qui échangent beaucoup entre eux de l'information et qui essaient d'amplifier ensemble l'information, et qu'on a un espace bipolaire qui émerge dans chaque pays. Donc là vous avez l'espace bipolaire aux États-Unis, avec ici les relais d'information fiables sur le climat. Donc par exemple Eric Ding, c'est un épidémiologiste là, puis il y avait donc POTUS, CNN. Et là vous avez la désinformation, pardon pas sur le climat, excusez-moi, sur Covid. Et là vous avez la désinformation Covid, notamment par exemple avec Robert Kennedy qui est ici, mais aussi vous avez Donald Trump, et puis toute la sphère MAGA. Et donc le Covid a été un moment d'extrême polarisation, avec donc cette constitution de sphère numérique très puissante qui poussait la désinformation. Et en bas, ici, en bleu et en violet, vous avez la même chose en France. Donc ça, c'est en langue française, c'est les Français qui se sont aussi formés en se polarisant et donc en construisant une sorte de contre-information, une désinformation sur la crise Covid. Et ce que vous voyez ici, les filaments bleus, donc les filaments violets, pardon, qui vont du violet vers le rouge, ce sont les Français qui vont chercher la désinformation dans l'espace américain pour la ramener dans l'espace français numérique, donc là on est toujours sur Twitter, je rappelle, sur X, et faire de la désinformation. Et en fait, la pandémie a été un moment où se sont fait des jonctions entre différents types de désinformation au niveau international, et ça a cristallisé en fait des communautés très puissantes qui se sont mis ensuite à faire des informations sur d'autres sujets. Et par exemple, le climat. Donc ça, c'est une étude que vous pouvez retrouver. On a montré comment, en fait, ces communautés de désinformation qui se sont construites pendant le Covid, au niveau international, avec des liens très forts transgéographiques, se sont assez vite, en 2022, reconverties sur d'autres thèmes, et notamment la question du réchauffement climatique. Ici, chaque barre ici correspond au nombre de personnes que vous avez dans l'une des tâches, ici bleu ou rouge. Et donc là, vous avez le nombre de personnes qui étaient, on va dire, pour le dire rapidement, pro-vax et là, anti-vax en rouge. Et là, vous avez la même chose sur le climat. Et donc vous voyez que quasiment tous les comptes qui étaient catégorisés pro-vax sont devenus en 2022 pro-clim. Et pareil, ceux qui militaient, en fait, qui faisaient de la désinformation sur les vaccins, ont commencé à faire de la désinformation sur le climat. Et on a vu la bascule, je ne détaille pas parce qu'on n'a que 25 minutes, mais on a vraiment vu cette bascule sur tous les pays. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que donc il y a une sorte de mouvement organisé qui a été favorisé par la Covid, mais après les leaders qui ont construit leur communauté numérique les ont maintenus en les reconvertissant sur d'autres thèmes de type comme ça, désinformation. Et si on regarde par exemple la naissance de un nouveau climatodénisme, le climatodénisme n'est pas nouveau, il existait avant, mais on a une explosion en 2022. En France par exemple, ça a été multiplié par 6 sur X Twitter. On a observé qu'on a des communautés qui sont nées donc, en juillet 2022, 83% venaient du mouvement confusionniste anti-vax, donc c'est une sorte de reconversion. Et donc c'est des personnes qui, par exemple, vont se définir comme experts indépendants du climat en 2022, mais en 2021, ils se définissaient comme experts statisticiens et biostatisticiens. Donc ils se sont juste rebrandés. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, parce qu'on observe aussi ce genre de choses, plus de 80% de ceux-là, donc qui ont fait cette transition-là, ont aussi relayé la propagande du Kremlin. Donc là, ça me permet un petit peu d'élargir sur les contextes géopolitiques. Il faut savoir que le genre de division et de faille ou de dissensus qu'on peut avoir lors d'une crise comme pandémie ou climat est instrumentalisé par des États autoritaires, autocratiques comme le Kremlin, et que le Kremlin s'est même fait une spécialité de ça. Ils ont des armées de robots et des agents spécialisés en ligne pour faire ça. Et ce que l'on voit en fait, c'est que la partie des comptes en fait, qui se sont reconvertis entre anti-vax vers climatodénialisme, en fait, ont été très perméables à cette propagande du Kremlin. Peut-être qu'il y avait même des comptes de Fermatrol dedans, mais en fait, il y a vraiment une perméabilité internationale de désinformation. Donc, MAGA aux États-Unis, Kremlin côté Russie, et puis donc France. Et en fait, ce qu'on voit émerger, c'est une sorte de méta-narratif. Quand on analyse en fait les prises de parole côté climat, côté guerre en Ukraine, côté Covid, il y a une sorte de cadrage qui ressort tout le temps. C'est en gros les élites contre le peuple, les élites qui négligent
le peuple, qui vont essayer de le confiner, qui vont essayer d'utiliser la peur du Covid ou du climat ou de la guerre en Ukraine pour contrôler les populations. Et ça, c'est un narratif qui est vraiment réutilisé par les forces populistes et par des forces comme le Kremlin pour essayer de diviser les populations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans un pays comme la France, il y en a, il faut les reconnaître. La question n'est pas là, mais ça veut dire que les problèmes vont être amplifiés et amenés dans un endroit où on ne pourra pas les résoudre parce qu'on va casser le dialogue social et la confiance dans les institutions. Et en fait, ça c'est tout à fait théorisé et même officiel. Et ce qu'on observe, c'est que l'Europe, en tant qu'espace démocratique, si vous avez lu le dernier rapport VEDEM, par exemple, c'est une institution qui caractérise la santé des démocraties et qui qualifie sur un continuum les démocraties entre pleinement fonctionnelles et de l'autre côté vous avez autocratie. Les démocraties qualifiées de pleinement fonctionnelles, c'est 0,7% de la population mondiale qui vit dans ce genre de démocratie. Et on a un déclin depuis 2001 d'ailleurs de cet index au niveau mondial. Et en fait, il y a très clairement une sorte de synergie entre donc d'un côté des États autoritaires, donc là je parle de la Russie, pas pour des questions de temps, mais on pourrait étendre, et par exemple la Russie, très officiellement, là vous avez Dimitri Medvedev, donc ancien président et puis vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui dit que la tâche du Kremlin, c'est de faire de la subversion ou d'accompagner les forces anti-système en Europe, de manière à ce qu'elles prennent le pouvoir et installent des régimes plus favorables à la Russie. Et de l'autre côté, maintenant avec Trump, vous avez, comme on l'a vu, Vance, mais il y a énormément, et on en a parlé ce matin, donc je ne m'appesantis pas trop dessus, mais il y a un programme très explicite qui est même inscrit dans la stratégie nationale des États-Unis, de dire, en fait, l'Europe file un mauvais coton, on va corriger sa trajectoire, parce que sur l'immigration et les politiques climatiques, ça ne va pas, et ça menace les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Et là, par exemple, ça, c'est 4 points parmi plusieurs dans cette stratégie de sécurité nationale, où ils indiquent qu'il faut rétablir les conditions de stabilité à l'intérieur de l'Europe avec les partenariats avec la Russie. Donc en gros, ils veulent rétablir la Russie au sein de l'Europe. Il faut laisser l'Europe se défendre elle-même. C'est un stand on its own feet by taking primary responsibility of its own defense. Donc en gros, ça veut dire qu'ils vont quitter l'OTAN, ils vont laisser l'Europe à son propre sort, c'est ce qu'ils font effectivement. Et le dernier point intéressant, c'est cultiver la résistance que l'Europe est en train de prendre comme trajectoire à l'intérieur des nations européennes. C'est-à-dire, en fait, cultiver la résistance, ça veut dire encourager, encore une fois, tous les mouvements à l'intérieur de l'Europe qui vont aller dans le sens de la politique américaine, donc anti-DEI, anti-climat, etc. etc. Et pour cultiver la résistance, on va le voir juste après, on va se servir notamment de manière très importante des infrastructures numériques qui sont dominantes dans l'espace européen et qui vont être un canal privilégié pour faire ceci. Et la stratégie pour cela, donc on y arrive, sur le flanc Est, elle a été théorisée même à l'ère de l'Union soviétique, c'est ce qui est écrit à gauche, c'est un ancien agent du KGB qui avait écrit ça avant l'ère Internet, dans les années 80, il avait écrit un livre en décrivant ça, mais elle est encore à l'œuvre actuellement. Il s'agit de modifier la perception, la réalité, les attitudes, les modèles de comportement, et de créer des exigences et des attentes largement répandues, conduisant finalement à l'acceptation du totalitarisme. Donc il y a une stratégie de moduler l'espace informationnel de manière à en fait, embarquer les populations dans des pays démocratiques à voter d'une certaine manière contre leurs intérêts. Et il précise à la fin que pour ce faire, la cible privilégiée, ce sont les médias. Alors là, il parlait dans les années 80, donc c'était les médias traditionnels. Maintenant, il faut inclure les réseaux sociaux, et effectivement, il y a pas mal de choses sur les réseaux sociaux qui se passent. Je n'ai pas le temps tellement de développer. Et à l'Ouest, on a exactement la même stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous reprenez les dires de Steve Bannon, il explique que, en gros, l'opposition, ce n'est pas les démocrates, ce sont les médias. Et il explique que la meilleure façon de traiter avec les médias, c'est son expression, c'est d'inonder la zone de merde. Inonder la zone de merde, ça veut dire, en fait, créer de la diversion, créer de la désinformation. Et donc, quand on parle de question de réalité scientifique, on voit bien que c'est de la compatibilité. Et en fait, donc ça, c'est Steve Bannon, et il y a d'autres personnalités clés, comme par exemple Elon Musk, et ils se détestent entre eux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de courants différents qui vont un petit peu dans le même sens. Par exemple, Elon Musk lui-même disait aussi, il faut abattre les médias traditionnels sont morts, maintenant allez sur X, et c'est là que vous trouverez la vérité. Et en fait,
Il y a un objectif commun autant du côté russe que du côté américain, et côté américain c'est composite, mais il y a plusieurs composants qui ont tous le même but, c'est vraiment détacher les citoyens de leurs sources d'autorité, qu'elles soient politiques, médiatiques ou scientifiques, de manière à les rattacher à des sources d'information qui vont en fait aller dans le sens de l'évolution qu'ils souhaitent mener. Et donc il y a évidemment un dérive autoritariste aux États-Unis, on en a déjà parlé. Hein. Vous avez Trump qui a sa casquette, j'avais raison sur tout. Je rappelle aussi que c'est ce que disait, c'était le slogan de Mussolini. Donc on n'est pas très bien parti. Et juste la dernière sortie, invention qui est sortie aux États-Unis, c'est l'Office of Management and Budget qui essaye de faire passer des résolutions. Et si elles passent, ça c'est certaines des mesures, c'est pas toutes, mais par exemple, ça serait de dire que c'est finalement les responsables politiques qui vont décider des financements et pas le peer reviewing, de dire que le peer reviewing n'est plus contraignant. Il y a aussi par exemple des choses où ils vont demander ce que chaque participation à chaque conférence doit être validée en amont par le financeur, ce qui veut dire que les scientifiques ne pourront pas aller à des conférences si elles ne sont pas prévues au départ dans leur budget de financement. Donc si ça entre en œuvre, tout à l'heure on parlait de la fin de la science en URSS, là c'est la fin de la science aux US. Et c'est Russell Vogt qui est vraiment l'instrument, le concepteur du projet 2025, qui a inspiré Doge, etc., qui est aux manettes de tout ça. Alors, maintenant, juste dans les minutes qui restent, je vais parler très rapidement des infrastructures qui sont utilisées pour ça, qui sont des infrastructures d'autoritarisme et qui ont changé de nature ces dernières années. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'avant on utilisait Google, on utilisait Twitter, on utilisait Facebook, bon, on a l'impression d'utiliser un service. Ok, on donnait nos données, il y avait une contrepartie, mais au final, il y avait un intérêt économique et sans plus. Ces choses-là ont radicalement changé de nature. Je vais vous donner deux exemples. Mais avant, j'insiste sur le fait que l'espace informationnel, c'est-à-dire en gros la manière dont on communique entre nous, dont l'information circule, etc., a changé radicalement ces 10 dernières années, évidemment, avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. Mais c'est un processus qui est toujours en cours. Ici, vous avez l'évolution, pays par pays, c'est des données Reuters, du nombre de personnes, et c'est des interviews publiques, une enquête sociologique, qui disent que les médias sociaux sont leur principale source d'information. Donc vous voyez que ça augmente de manière quasiment linéaire, c'est le remplacement des populations, depuis 2013. Aux États-Unis et au Brésil, qui sont les deux pays où il y a eu des prises d'institutions et des énormes coups d'État, c'est là où c'est le plus haut, hein, à 34% et 35%, et qu'en France, on est à 19%, c'est-à-dire le niveau qu'avaient les États-Unis en 2018 à peu près. Et donc ça veut dire qu'on ne peut plus ignorer ce qui se passe et comment sont configurés ces environnements numériques dans la formation de l'opinion publique, sachant que les usages sont très hétérogènes. Donc là, on voit que c'est l'usage principal de la 20%. 20%, c'est aussi l'ordre de grandeur qu'il faut atteindre pour passer le premier tour des élections présidentielles. Donc on est vraiment dans des ordres de grandeur où on va toucher au fonctionnement même de la démocratie. Alors pour prendre deux exemples, pour un peu, après on pourra développer dans la question si vous voulez, pour voir à quel point ces environnements numériques sont manipulables et centralisés. On a fait avec Paul Bouffot l'analyse du fil d'actualité de Twitter. Ça c'est Paul qui a mené l'étude. Et donc c'était en 2022-2023. Ce que l'on voit sur donc le fil d'actualité, en gros, c'est ce que les gens reçoivent sur leur page d'accueil quand ils ouvrent le réseau social. Et c'est la majorité de l'information vient de cette page-là qui vous donne des informations en temps réel qui défilent et que vous pouvez scroller. Donc c'est le fil d'actualité, c'est Facebook qui l'a inventé, et après toutes les plateformes l'ont développé. Donc si on regarde la composition d'un fil d'actualité sur une plateforme comme Twitter, X, ce que l'on voit c'est que déjà, là vous avez 37%, donc plus d'un tiers, ce sont des informations qui sont non sollicitées, c'est-à-dire que ce n'est pas des informations auxquelles de gens auxquels vous êtes abonnés. C'est la plateforme qui décide de vous montrer ça, vous n'avez pas décidé de le voir. Donc ça veut dire qu'il y a, et d'autres études montrent que, plus récentes, que parfois ça peut être 50%. En gros, il y a une grosse partie de l'information sociale qui n'est pas sociale, qui est juste définie par la plateforme. Et dans les deux tiers, le petit 2 tiers qui reste, ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas tout lire dans le temps que vous avez, en plus que vous n'avez plus que 2 tiers de votre fil. Et donc, en moyenne, vous voyez 3% de ce que produit votre environnement social dans une consultation quotidienne moyenne. Donc, ça veut dire que quand on sélectionne 3% parmi 100%, le biais de sélection, si on en a un, va être très important.
Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, sur ces réseaux-là, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, toutes les informations que vous recevez, c'est pas parce que vous êtes abonné à quelqu'un, c'est parce que l'infrastructure l'a décidé. Et donc, si vous contrôlez l'infrastructure et que vous décidez de changer les proportions, de changer qui va être mis en avant dans, par exemple, les 37%, Elon Musk s'est mis en avant dans les 37%, eh bien, vous pouvez changer l'opinion, les sources d'autorité, la manière dont les gens se connectent à des comptes. Hein. Il y a une étude très importante, randomisée, qui a été produite en mars dernier, qui montre que le fait de se soumettre à ce genre d'algorithme change vos patterns de connexion, et donc vous vous connectez moins à des sources d'autorité traditionnelles, plus à des comptes par exemple plus conservateurs, et ça va changer vos opinions. Et donc ça a un vrai impact sur l'opinion. Et on a pu montrer notamment que ce fil d'actualité était biaisé vers les contenus sensationnels toxiques, et que donc ça a un impact à l'échelle en fait, de l'ensemble du réseau. Là c'est 500 millions de personnes ou 600 millions de personnes. Vous avez à peu près la même chose a priori sur Facebook, là c'est 3 milliards de personnes, donc on change l'environnement informationnel. Je vais bientôt finir. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un nouveau régime, on a l'émergence d'un nouveau régime de mise en visibilité de l'information et des narratifs, qui est piloté maintenant de manière centralisée, enfin il était déjà, sauf que maintenant c'est centralisé encore plus parce que les gens de la Silicon Valley, les Musk, les Zuckerberg, etc., sont en fait maintenant assouvis à Donald Trump. Et donc ça produit du découplage entre les intérêts individuels et collectifs et ce qui est effectivement implémenté et cru par les populations. Et Elon Musk en a bien conscience, donc je passe ça, mais juste pour vous dire que tout ça est pensé. Et si je peux faire une propos l'IA pendant une minute. Une minute. Et donc, il faut bien voir que tout ça maintenant est aussi implémenté au niveau des IA qui deviennent un autre type d'intermédiation entre les utilisateurs, hein, puisque c'est ce qui va transmettre ce que vous allez voir de votre environnement social. Elon Musk disait il faut faire ce qu'on appelle Truth GPT, ce qui est une absurdité parce que les IA en tout cas ce type d'IA, les LLM, sont incapables de distinguer le vrai du faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais on a une technologie qui a été déployée à toute berzingue. Là, vous voyez, par exemple, ChatGPT, en 2 mois, ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs, alors que la meilleure plateforme avant, c'était TikTok, ils avaient mis 9 mois. Donc on a un truc qui est déployé de manière très importante, sans aucun contrôle, alors que ce sont des IA qui, par exemple, jusqu'à récemment, et encore maintenant pour la plupart, ne savent même pas ce que c'est que la lettre E. Alors, vous demandez à ChatGPT ce que c'est que la lettre E, il vous dit oui, je sais, c'est la 5e lettre de l'alphabet, mais si vous lui demandez d'écrire un texte sans lettre E, il vous certifie que le texte est sans lettre E et il vous produit quand même un texte avec une lettre E. Donc on est en présence en fait de... Tout le monde n'est pas Pérec. C'est ça, en fait on est en présence maintenant de machines qui ont un pouvoir de conviction parce qu'elles nous parlent dans notre langue, qui font semblant d'être neutres alors qu'elles ne le sont pas, et qui sont sur un régime épistémique qui est de la plausibilité et pas du tout du vrai-faux, en faisant croire qu'elles sont sur du vrai-faux. Hein. Dans d'autres trucs, elle dit... les IA actuelles, les LLM, produisent du plausible, mais elles sont incapables par design, on pourra discuter, d'établir le vrai du faux. Et on a un fantasme du côté américain, en fait, de remplacer toute la gouvernance par l'IA. Et là, si on revient à des discours de Vance, par exemple, il expliquait que l'IA va bientôt remplacer les professeurs. Donc en fait, on est en train de faire de l'intelligence et de la science une communauté, donc on va pouvoir s'en passer. Et c'est vraiment dans cet imaginaire. Voilà. Je m'arrête là, je pourrais citer les exemples aussi des informations, mais on le fera dans les questions. Et puis voilà. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire dans la présentation de David qu'il était l'auteur de Toxic Data chez Flammarion en 2022. Mais... Oui, j'ai mis là juste pour si vous voulez aller plus loin. Et Elon Musk en 50 tweets, il y a plus que des tweets et il y a plus que du Musk. Le tweet est très mal choisi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Merci David pour toutes ces nouvelles. Je vois que vous arrivez à vous renouveler aussi.
Vous avez cité à un certain moment l'Office of Budget and Management. Ma question était, est-ce qu'il existe encore l'Office of Science and Technology, ou bien il a disparu, ou bien les gens ont été remplacés à l'intérieur? Jadis, il y a eu des prix Nobel comme Steven Chu, et puis des scientifiques de haut niveau. Ça, je sais pas, je peux pas vous répondre, mais je pense que s'il n'a pas disparu, il a été remplacé. Enfin, ils ont remplacé par exemple tout le board de la National Science Foundation. Donc, ça, c'était près du président. Oui. Mais donc ça, ce point précis là, je peux pas répondre, mais bon, ils ont tapé partout. Donc, Il a toujours des conseillers scientifiques, le président Trump. Tu dois le savoir. Je sais plus. Est-ce qu'il y a toujours un chief scientist aux États-Unis? il y a un chef du bureau de la foi, c'est déjà ça. Non, parce que ce que j'ai voulu, j'ai dû finir un peu vite, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a aussi un remplacement, non seulement aux États-Unis, mais au niveau mondial, notamment à travers ces canaux de communication, de ce qui est vecteur de transmission d'une information. C'est-à-dire que, historiquement, la notion de vérité était importante sur le fait que quelque chose allait être communiqué à quelqu'un d'autre comme quelque chose d'utile, etc. Là maintenant, à la fois avec les IA ou les algorithmes de recommandation, on n'est plus du tout sur une question de vérité pour ce qu'on appelle la viralité d'une information, l'importance d'une information dans le débat public. On est sur le côté émotionnel ou le côté hyper centralisé côté IA, où on peut programmer une IA pour promouvoir certains types de valeurs. Et donc, comme ce sont des instruments qui sont de l'intermédiation, c'est-à-dire qu'elles sont entre nous et les autres, et donc elles conditionnent la diffusion des messages de plus en plus, puisque de plus en plus de choses se font en ligne, eh bien on sort d'un régime où la notion de factualité et de vérité était importante pour qu'un message ou une information se diffuse. Bonjour. Déjà ce matin on a parlé des évangélistes et du financement de leur complexe militaire avec Emmanuel. Donc il y a 40 ans j'ai pris le bateau pour Plymouth et je suis arrivée dans un port où les premiers pèlerins sont partis aux États-Unis avec un esprit pionnier, et ils ont même créé leur propre légion en 1830, la fraternité de Plymouth, qui est l'ancêtre du sionisme et de l'évangélisme, puisqu'ils veulent le retour de Jésus dans un grand royaume qui va du Maroc jusqu'à l'Ukraine. Donc c'est normal qu'il leur faut un complexe militaro à côté pour réaliser leur grand projet colonial messianique. Et rappelons-nous qu'en 1830, Charles X revenait d'Angleterre et s'est précipité dans les montagnes kabyles pour construire des églises de Plymouth, que Alger a fait fermer récemment parce qu'il a dit on n'est plus royaliste, et il est soutenu par le pape. Donc tout ça pour dire que ils sont toujours dans cette église, voilà, et toutes les variantes évidemment. Pour revenir aux réseaux sociaux, Wikipédia, j'ai vu que, puisque vous parlez de la présidentielle, seuls les candidats pro-OTAN, leur page est actualisée. Les autres, ils ne sont pas candidats, ils n'existent pas. Donc il y a un gros problème, puisque vous parliez d'influence sur la présidentielle des réseaux sociaux. N'importe qui ne peut pas ouvrir son compte, surtout si vous êtes anti-OTAN. Voilà. Donc ça c'est quelque chose. Par rapport à la courbe du Covid qui s'est enchaînée par rapport sur la guerre en Ukraine, vous dites que c'est la même courbe qui a continué. C'est logique parce que tout le monde sait que les lobbies de santé et militaires, c'est souvent les mêmes propriétaires. Il n'y a qu'à voir Epstein, il finançait à la fois des trucs sur l'éthique, le clonage, sur militaire. Non mais j'ai une question par rapport au propos de monsieur. Voilà. Ben, s'il a passé, c'est une courbe du Covid qui s'enchaînait sur l'Ukraine. Donc il se demandait pourquoi c'était la même courbe. Non, c'est pas du tout ça, il n'y a pas du tout de courbe Covid. Si en 2022 vous avez dit ça s'enchaîne, c'est les mêmes qui s'enchaînent sur l'Ukraine. Non, en fait, c'était pas une courbe. Et la courbe américaine, que je ne connais pas parce que je ne suis pas américaine, elle ne parlait pas de la courbe des victimes, voyez, du Covid. Et pour terminer, juste sur monsieur Vance, comme sa femme est indienne, peut-être que quand ils s'attaquent aux techniques, il faut savoir que l'Inde, ils ont vraiment mis le e-learning, puisque c'est un État-continent d'un milliard. Peut-être que c'est ça qui veut dire dans la mentalité des profs, c'est travailler en e-learning. Je pense, j'essaye de traduire. Merci.
Alors, très rapidement, pour les pages Wikipédia, non, les gens peuvent éditer leurs pages Wikipédia. Il y a seulement certaines pages qui ont été bloquées, notamment par exemple celle de Xenia Fedorova, parce qu'il y avait des trolls, donc c'est-à-dire des comptes très récents qui essayaient de réécrire l'histoire, par exemple d'effacer le fait qu'elle était chez RT, et donc la page a été mise en édition uniquement pour des gens qui avaient une certaine ancienneté dans Wikipédia. Mais sinon, chacun peut créer sa page Wikipédia. Si vous voulez, on va pas faire un débat, mais on pourra, donnez-moi des noms, puis on vérifiera. Je serais très intéressant si c'est vrai. En tout cas, donc, ça c'est une chose. La question des cours Covid, ce n'est pas les cours Covid, ce qu'on a vu, observer, c'est juste une observation. C'est que les communautés numériques qui s'étaient organisées pour faire de la désinformation vaccin se sont réorganisées après pour faire de la désinformation climat. C'est juste ça. Et les leaders, on les connaît, bon bref. Et après, il y avait une autre question, mais je pense qu'on peut passer à la suite. Moi, juste une question très rapide. J'avais compris que les biais de sélection faisaient que vous receviez toujours une information qui confirmait vos opinions. C'est-à-dire, si vous êtes raciste, vous ne recevez que des opinions qui justifient votre racisme. Or, vous avez dit, vous, si j'ai bien compris, que maintenant, c'est la structure, enfin X, qui vous envoie l'information et non pas les biais de sélection provoqués par vos propres opinions. Donc c'est nouveau pour moi comme affirmation. Alors donc très rapidement, il y a un biais de sélection en ligne et hors ligne qui s'appelle l'homophilie et qui fait qu'on va essayer de sélectionner des contenus ou des personnes qui nous ressemblent. Ce qui se passe en ligne, c'est que les algorithmes de recommandation qui en fait vous amènent l'information, hein, c'est-à-dire que, sauf si vous allez un par un voir les comptes, en général vous consultez sur ces algorithmes. Ces algorithmes apprennent de vos habitudes et les amplifient. Ce qui veut dire que l'homophilie naturelle est amplifiée, mais il y a d'autres choses qui sont amplifiées, notamment ce que j'ai expliqué, c'est que, par exemple, le fait de regarder, d'être attiré par des contenus dits toxiques, c'est-à-dire qui comportent certaines données de danger ou d'agressivité, etc., parce qu'on veut savoir, on veut comprendre quel est le problème, ça c'est aussi appris par l'algorithme, et donc il va vous en servir encore plus. Et comme il maximise l'engagement, il va pouvoir vous montrer à la fois des choses qui vont conforter votre croyance, et aussi des choses qui au contraire vont vous faire réagir, donc qui sont très loin et qui sont presque vous choquer. Et donc en fait, ça veut dire qu'au lieu de voir ce que vous avez demandé, on va vous montrer une petite partie qui va correspondre à ce qui vous confirme le plus dans vos croyances, plus quelque chose qui va venir en gros vous montrer un environnement hostile. Donc par exemple, si vous êtes en communauté politique, ça va être les attaques des autres, etc. Donc il y a un peu les deux, mais en moyenne, ça contribue en fait à refermer ce qu'on appelle les chambres d'écho, donc à refaire des communautés plus denses. Après, ça dépend des sujets, hein, mais c'est le phénomène général qu'on observe. Juste là-dessus, pour rebondir là-dessus, j'avais une question. Sur Blue Sky, il y a 0 algorithme Sur Blue Sky, il n'y a pas 0 algorithme. Sur Blue Sky, il y a un pluralisme d'algorithmes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir parmi plusieurs offres d'algorithmes et vous pouvez même proposer votre propre algorithme. Et en fait, c'est ça qui est important. Les algorithmes, souvent, il y aura toujours des biais d'une manière ou d'une autre. Après, on peut essayer de éliminer les biais les plus graves, mais un algorithme, par définition, il sélectionne, il met deux choses de côté. Par contre, ce qui est important, c'est que chacun puisse choisir le type de sélection qu'il veut, et que ça soit hétérogène dans une population, parce que si vous avez un seul algorithme qui sert 500 000 personnes, si pour une raison ou une autre, intentionnelle ou pas, cet algorithme défaille, a une faille, eh bien cette faille, elle se propage à 500 000 personnes. Alors que si vous avez 1000 algorithmes différents, ou même 100, eh bien s'il y en a un qui est défaillant, c'est pas grave, ça ne va pas créer d'effet systémique. Et sur Blue Sky, ce qu'ils ont implémenté, donc c'est le pluralisme algorithmique, qui permet ça en fait. Peut-être encore une question, oui, une question là-bas, et puis après. Voilà. Bon, alors Daniel, vas-y d'abord, et puis ensuite. Daniel, rapide. J'ai besoin de la parole. Question, hein, pas commentaire. Question sur, pour comprendre comment interpréter un chiffre, vous montriez le nombre de comptes pro-climat et anti-climat au cours du temps, avec les différents éléments qui impactent cette courbe-là. Je pensais un peu voilà. Et je me demandais ce que ça compte vraiment, ce que ça représente vraiment, parce qu'on se dit, bon, les anti-climats, c'est les anti-sciences, avec tout ce qu'on imagine comme interaction derrière. Je ne sais pas si tous les comptes pro-climat sont pro-climat parce que
ils ont regardé le consensus scientifique, ils se sont informés. Je me dis qu'il doit y avoir des comptes pro-climat qui sont convaincus pour les mêmes genres de mécanismes que d'autres qui sont anti-climat. Et donc je me demande juste comment vous interprétez ce qu'il y a derrière ça au bout du compte. En fait, là c'est le nombre quotidien de comptes dans l'une ou l'autre des comités, c'est-à-dire qu'on peut les catégoriser, qui se sont activés. Oui. Donc après, les raisons pour lesquelles ils pensent ci ou ça peut être assez diverses. Ce qui est important de voir ici, c'est l'évolution tendancielle. Les premiers, c'est le fait qu'il y a des pics, mais l'autre chose, c'est que à partir donc, de la guerre en Ukraine, mais c'est pas forcément lié à la guerre en Ukraine, mais en fait, il y a quand même un lien parce qu'il y avait la crise énergétique, etc. À partir de ce moment-là, en fait, il y a vraiment un rééquilibrage des forces sur ce réseau-là, qui est dû, d'une part, et ça on l'a pu documenter dans l'article qui est là, au fait que sur toute cette période-là, donc avant juillet 2022, il y a vraiment une action très claire de forces anti-sciences. Il y a même par exemple l'ajout de robots de manière massive dans le système, on a pu détecter aussi des attaques de robots, enfin voilà, il y a vraiment une sorte de tromperie organisée sur les questions climatiques. Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand Elon Musk rachète le réseau, là il rétablit un certain nombre de comptes qui avaient été bannis pour harcèlement et appel à la haine, et qui s'en prennent directement en fait, aux scientifiques qui, eux, du coup, désertent le réseau. Dernière question, et puis après, il faut qu'on enchaîne. Hein. C'était à propos du graphique sur le décrochage de cas de Covid entre les endroits où on vote Trump et les endroits où on vote Biden. Oui. Et je m'étais demandé à un moment donné s'il n'y avait pas un problème de corrélation en causalité, en disant qu'il faudrait voir le type d'État où on vote Trump et où on vote Biden. Mais en mettant ce paramètre de contexte, en fait, ça rend la chose encore plus grave sur les effets de la croyance. C'est qu'il me semble qu'on vote Biden plutôt dans des États urbains où la transmission du virus elle est beaucoup plus facile que dans des États ruraux où il y a beaucoup moins de densité de population. Et donc, il faudrait prendre cet élément de contexte pour montrer que le décrochage est encore plus gros. Il y a aussi des pauvres et des riches. Ouais, alors c'est ça, je m'étais dit ça, il y avait peut-être cet effet là-bas. Non, mais il y a plusieurs facteurs. Ce graphe-là n'est pas la fin de la preuve, mais mais par exemple, le graphe de droite, là, sur les cas de miso, c'est un rouge en ce moment. Bon, je crois qu'il faut remercier David. Une fois de plus. Donc, je vais dire un petit mot pour présenter l'orateur suivant. Tu viens par là. Hervé Maisonneuve, c'est quelqu'un que je connais de très longue date parce que nous avons milité ensemble et fait beaucoup de conférences ensemble sur l'intégrité scientifique. Donc, on se connaît bien. Donc, Hervé... No details, please. Non, mais je connais tout ce pourquoi il œuvre, c'est ce que je veux dire. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas encore. Hervé est un médecin, il est docteur en médecine, c'est un ancien interne et assistant des hospitaliers, des hospices civils à Lyon, et il a été 40 ans médecin. Il a travaillé sur des maladies infectieuses, consultant, expert dans différentes agences de santé. Et ce que je voudrais vous dire quand même, surtout, c'est qu'il a un blog que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Rédaction médicale et scientifique, qui parle des revues et de l'intégrité. Donc ce blog, moi je le reçois tous les mois et il fait un peu le détail de tout ce qui ne va pas en éthique médicale, des luttes contre les fraudes à travers les revues, des manipulations d'articles, de références, des paper mills et des articles que l'intelligence artificielle maintenant nous produisent et qui sont faits à partir de rien, enfin à partir d'aucune vérité scientifique. Et ça c'est très 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 effrayant. Alors je pense qu'il va nous parler de tout ça. Voilà. Donc tu as pris comme titre, je ne sais pas si il apparaît là. Voilà. Voilà. Non, je vais surtout vous parler des informations en santé. Voilà, très bien. 25 minutes, hein? 25 minutes. Non, pas plus, hein? Non, mais regarde, tu peux vérifier. Voilà. D'accord? Michel, ça va sonner. Oui, c'est bien. Ça sonnera.
Merci Michel pour l'introduction. Merci de m'avoir invité. Je ne parlerai pas des revues ou d'autres choses sur lesquelles je travaille. Si je devais en parler, je dirais qu'une seule phrase. Le milieu académique a perdu le contrôle des revues qui sont dans les mains d'acteurs mercantiles et le milieu académique n'a pas encore compris ça. D'accord ? Bon, on verra. Je vais surtout vous parler d'un travail qu'on a fait avec Madame Costa-Gugliola, qui est directeur émérite de l'INSERM, que certains connaissent peut-être, et avec Mathieu Molimar, qui est professeur de thérapeutique à Bordeaux. On nous a confié un rapport sur l'information en santé et la désinformation en santé. On pourra généraliser un petit peu, je vais aller assez vite sur le côté santé, qui n'est pas le cœur de ce que vous voulez, mais tout ce que je vais dire en santé est probablement duplicable totalement à certains domaines, ne serait-ce que le climat, l'environnement, aussi. Tout ce que je dis est très, très duplicable. Donc, en médecine, on est obligé de déclarer nos liens d'intérêt. Donc, bon, on a comme tous plein de liens d'intérêt. Je suis obligé de mettre une phrase qui peut vous surprendre. J'ai aucun lien direct ou indirect avec les fabricants de vaccins antiviraux au traitement de la Covid. Parce que, avec M. Molimar, avec Mme Costa-Gugliola, et je vous en dirai quelques mots, nous sommes très menacés par des complotistes. M. Molimar a des menaces de mort. On est très très menacés, on a plusieurs procès, on va être mis en examen par justement ces complotistes et ces gens qui véhiculent toute cette désinformation du fait qu'on a fait ce rapport. Il y a eu des actions pour demander à la ministre de nous enlever tout ça, et moi je suis accusé d'avoir fait le vaccin Covid et tout, mais si vous voulez, bon ok, j'ai rien sur Twitter, j'ai une casquette Pfizer, et hélas non. Voilà, hélas non. Juste une toute petite chose très générale qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'il y a des problèmes méthodologiques que je ne discuterai pas sur ce rapport, mais qui a été donné au Forum de Davos en 2025, et qui a été présenté un rapport de quelque chose qui s'appelle le World Economic Forum, et qui sur 2 depuis 10 ans dit quels sont les risques mondiaux, globaux, et c'est à partir de 33 risques qui sont et des enquêtes, 20 000 personnes dans tous les pays, c'est quand même un très gros truc. Et en janvier 2025, les risques mondiaux étaient les suivants, et vous voyez que la désinformation était devant le climat, devant les guerres, au point de vue risques mondiaux, au cours du temps, ça devrait changer. Je dis bien risques mondiaux, parce que si vous allez pays par pays, chaque pays a son risque, qui n'est pas ça. Hein. Donc, à prendre avec précaution, mais il faut voir qu'on est parti, et ça suit ce que je fais d'entendre de M. Chaval-Arias, dans une zone qui est complexe. J'emploierai le terme désinformation, qui recouvre essentiellement mésinformation et désinformation de façon générique, mais il faut bien comprendre, il y a des classifications, pour les messes à reprise du Conseil de l'Europe, qu'au milieu, vous avez la désinformation. La désinformation, ce sont des informations fausses, et je prendrai par exemple l'exemple des vaccins de temps en temps, que je connaîtrai. En France, les désinformateurs du vaccin, on ne sait pas combien ils sont, mais je vous assure que ça se compte sur les doigts de quelques mains. Ils ne sont pas très nombreux. Par contre, à gauche, vous avez les mésinformateurs, c'est-à-dire ceux qui vont relayer ces choses qu'ils font. Et M. Chaval-Arias pourra commenter cette façon de faire. Donc, si vous voulez, je vous parle des vaccins, ils sont très peu. Vous avez un tweet disant que c'est un génocide planétaire, et M. Raoult, qui n'y connaît rien, le fait passer à ses 800 000 suiveurs, qui ces 800 000 vont le faire passer à ses X milliers de suiveurs. Donc, si vous voulez, la mésinformation, nous sommes tous dans cette case à gauche, hein, d'une façon ou d'une autre. Il m'est arrivé, moi, de relayer très vite des choses sans les avoir lues profondément et ne m'apercevoir que. Hein. Donc, si vous voulez, le phénomène est manipulé par quelques personnes. Monsieur Neuder, ministre, nous a demandé de faire un rapport, je passe, c'était fin août, et on lui a dit qu'on allait faire très vite, 3 mois. On a fait un grand nombre d'entretiens, je remercie M. Chaval-Arias qui nous a aidés. On a fait un grand nombre d'entretiens, et on a été extrêmement surpris que sur 156 entretiens, un seul en retard de 5 minutes. On a vu une appétence des gens auxquels on a discuté qu'on n'attendait pas du tout. Les rendez-vous se sont pris immédiatement très vite, on était obligé d'arrêter les prises de rendez-vous.
On a vu une appétence des gens, on a vu des académies, des universités où ils étaient 3 ou 5, ils avaient préparé l'entretien, ils avaient scanné ça. On a 850 pages de compte rendu, on a X milliers de pages de verbatim. On a été extrêmement surpris par ce qu'on a vu. On pensait que ce serait difficile d'avoir des gens. Notre message principal, c'est qu'il y a une vulnérabilité collective. Je ne vais pas passer en détail chacune des choses, je pourrais vous donner mes PowerPoint ou d'autres choses, il y a un rapport qui est en ligne. Un manque d'éducation scientifique en santé, les fausses croyances, les pseudo-médecines pour notre domaine, où j'en parlerai peut-être un petit peu, le numérique, on en a déjà parlé, une défiance dans la parole publique, un phénomène qui nous concerne tous, et surtout, j'en dirai un petit mot, une désinformation financée et organisée. Quand je dis financée et organisée, je prends l'exemple de la médecine, on a un certain nombre de lettres commandées et tout. En médecine, il y a 2 associations 1901 qui ont des dons défiscalisés du public. D'accord ? Et ces 2 associations sont essentiellement des complotistes, petits groupes de gens. L'une, c'est M. Azalbert de François avec M. Perron, dont vous avez peut-être entendu le nom. Et une autre, c'est un anesthésiste de Marseille complètement complotiste. Chacune de ces associations collecte environ du public 300 à 500 000 euros par an. D'accord ? Et la première, on trace à peu près 100 000 euros de frais d'avocat. Parce qu'ils collectent de l'argent du public et ils s'en servent pour ça. Et je passe à côté l'argent qui vient d'autre chose. Demandez à votre voisin en rentrant ce soir d'aller vous acheter un bouquin sur les vaccins. Comment faites-vous pour vous informer sur les vaccins? Que vous alliez sur Amazon, sur la Fnac, chez Leclerc ou à la librairie du coin, sur les 10 premières ventes de livres de vaccins, selon les périodes, 6, 8, voire parfois 10, sont des anti-vax. Donc si vous voulez, l'information du public en santé, quand le public cherche l'information, il tombe d'abord sur la désinformation. J'irai vite sur les 9 propositions qu'on a, parce que certaines, on enfonce un peu des portes ouvertes. L'éducation, on a dit que c'était du berceau à l'EHPAD qu'il fallait la considérer, et surtout, en passant par nos élus et nos politiques, où là, il y a un problème scientifique que vous connaissez et que je ne détaillerai pas plus. Une formation de tout le monde à renforcer dans les facultés. On a trouvé en faculté de médecine 200 diplômes universitaires en France qui ont des cours sur des pseudo-médecines non validées. Donc vous pouvez apprendre en fac de médecine la réflexologie plantaire. Vous pouvez beaucoup moins apprendre aujourd'hui parce qu'il y a eu des mouvements de l'homéopathie, mais un certain nombre d'autres choses, de fleurs de bac, de machin et tout ça, sont enseignés dans certaines facs de médecine. On l'a grâce à d'autres tracés, on a parlé aux doyens, mais les doyens ils disent c'est que ces diplômes, ça nous ramène de l'argent. Donc si vous voulez, la décision n'est pas simple sur des choses comme ça. Donc une formation renforcée de tout le monde, et aussi surtout des journalistes. Là, il se pose un certain nombre de problèmes. Dominique va en parler. Une recommandation qui coûte pas cher et que certains commencent à prendre. Il y a 2 CHU qui le prennent, il y a 2 agences de santé qui ont pris ça. On dit que chaque organisation, chaque institution devrait réfléchir à comment elle donne de l'information, quelle est sa légitimité. Vous savez qu'un hôpital a une mission d'information sur son territoire, information en santé, je suis que sur la santé. Donc on a déjà des organismes, des gros CHU qui réfléchissent à ça et qui s'aperçoivent que leur mission d'information n'est pas correctement faite, et que la désinformation, ils savent que ça existe, ils ont des petits trucs à droite à gauche, mais c'est extrêmement difficile de lutter contre la désinformation. On a même dit que ce n'était pas la peine de courir et de vider un océan à la petite cuillère, qu'il valait mieux mettre beaucoup de bonnes informations. On a suivi par exemple quand Trump, mais M. Chevalarias pourra peut-être me compléter ou me contredire, quand Trump a dit que le Tylenol aux femmes enceintes donnait l'autisme, on a suivi que pendant 3-4 jours, ChatGPT disait la même chose et se corrigeait à 4-5 jours. Donc
Donc si vous voulez, les IA sont sur l'actualité, reprennent des choses et puis se corrigent après aussi. Donc si vous voulez, tout ce qui est fait par ce monsieur Kennedy aux États-Unis pose un certain nombre de problèmes. Et puisque vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de MAGA. Je vous signale qu'il existe MAGA, Make America Healthy Again, avec tout un truc par Kennedy, des réunions de... Et qu'il s'est monté MEA, Make Europe Healthy Again. Vous pourrez aller sur les réseaux sociaux, vous trouverez rapidement. Et il y a des gens de chaque pays, il y a quelques Français, il y a Perron, il y a Fouché qui sont là, et tous les pays ont quelques représentants, et ils font des réunions au Parlement de Strasbourg, dont les salles sont ouvertes par des députés qui leur facilitent ça. Donc si vous allez voir MEA, vous avez le Parlement de Strasbourg, et les gens qui vous expliquent Make Europe Healthy Again, en copiant tout ce que fait M. Kennedy. Ça, c'est plus difficile, ça prendra beaucoup plus de temps, mais on dit qu'un expert sur un plateau de télé ou ailleurs devrait citer ses sources, dire s'il a des liens d'intérêt et dire s'il parle dans son domaine de compétence. Ce qui est un minimum qui n'est absolument pas respecté, hein, que chacun parle dans son domaine de compétence. Donc là, quelque chose qui sera complexe, et on sait qu'on est sur un très long temps. On propose, et ça va se créer, parce qu'il y a notre surprise, parce que Mme Costagliola, moi aussi, on a déjà fait des rapports pour des ministres, et quand on nous l'a demandé, on dit bon, c'est un truc qui va partir à la poubelle. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de gens qui seront là-dessus. Et nous, on a été très sollicités après, hein, et il arrive même une proposition de loi reprenant nos recommandations, hein, qui va être déposée dans quelques semaines. On a été reçus par l'Assemblée, par le Sénat. On ne comprend pas ce qui se passe, hein, mais les gens se rendent compte de certaines choses. Donc on propose qu'il y ait un observatoire à monter, qui est assez complexe, hein, où l'héberger, comment, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Collecter en santé toutes les données d'information d'abord françaises, pour pouvoir ne faire encore plus d'intelligence artificielle qui ne cherche que là-dessus. Mais il existe déjà des projets privés en France qui sont déjà développés en santé et en médecine avec des IA sur des corpus contrôlés. Il en existe 3 en développement en France avec des startups, donc ça va venir en santé avec des interrogations pour le public et des interrogations pour les professionnels de santé. Ensuite, on aimerait que cet observatoire ait un annuaire d'experts en santé. Et d'experts. Excusez-moi du peu, parce que je suis à TF1 et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'avoir pour pas les experts, des experts. Oui, je m'excuse de ne pas avoir précisé, on l'a mis dans notre rapport, que quand j'utilise le masculin, j'inclus toujours le féminin. Nous l'avons écrit explicitement dans notre rapport, et veuillez m'excuser, et je suis d'accord avec vous. Moi je trouve ça stupide, mais bon, personnellement. Je voudrais que le féminin l'emporte sur le masculin, et de faire des accords avec les femmes. Tu pourras prévoir un petit moment de discussion en dehors, je te remercie. Donc, si vous voulez, un annuaire d'experts et d'expertes, et un système d'infovigilance. La France est forte pour ce qui s'appelle la matériovigilance, la pharmacovigilance, c'est-à-dire remonter tous les signaux faibles. Et ce serait possible de remonter tous les signaux faibles en désinformation en santé pour alerter un certain nombre de personnes de ce qui se passe ou quoi que ce soit, parce que vous avez des grands CHU qui disent mais comment on va faire, il s'est passé ça, et puis le temps de réfléchir, de demander l'autorisation et la signature de la communication et du professeur machin, on répond 3 semaines après, et puis tout est fait, les complotistes sont déjà partis ailleurs. Donc, inverser le risque, ça, il va peut-être se faire quelque chose, avoir un fond, parce que vous remarquerez qu'un certain nombre de gens qui s'exprimaient sur la Covid ne s'expriment plus aujourd'hui en public. Ils ont pour tous eu des procès, ça s'appelle des procès Bayon. Hein. Nous en avons. Je sais qu'on va gagner hein, au tribunal parce que je suis accusé de chiffres faux et j'ai toujours demandé, mais j'ai encore passé 3h30 avant-hier à démonter certains chiffres sur lesquels on m'accuse. Donc si vous voulez, c'est épuisant. Vous payez des avocats, ça n'en finit plus. Et on sait qu'on va gagner, ça on n'a pas d'état d'âme. Hein. Mais tellement c'est faux, tellement c'est gros. Hein. On m'accuse de recevoir directement de l'argent de Pfizer, mais il n'y a pas une trace, quoi. Hein, d'accord ? Donc si vous voulez, au tribunal, ça se traitera. Hein. Donc il faudrait condamner les complotistes et protéger les scientifiques. Ce serait quand même un petit peu mieux. 2 dernières et terminées. Bon, la recherche.
L'infodémiologie, qui est un mot canadien qui existe depuis plus de 20 ans, et il y a déjà 2 facultés de médecine qui lancent en septembre un petit enseignement d'infodémiologie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que toutes ces choses qui se propagent sur les réseaux sociaux, c'est comme une maladie infectieuse, ça a les mêmes façons de faire, et il faut quand même apprendre aux gens ce qu'est l'éditorialisation algorithmique et beaucoup de choses qu'a dit M. Chaval-Arias. Les gens sont complètement, ne serait-ce que savoir qu'on reçoit 30 ou 40% de trucs qu'on n'a pas voulu, la plupart des gens ne le savent pas. Donc si vous voulez, il y a une formation à faire à la fois de tout le monde, à la fois des gens, et mieux comprendre tout ça. Le niveau européen ne sera que le niveau qui pourra s'occuper des réseaux sociaux. Le niveau local ne peut rien faire là-dessus. Est-ce qu'il faut considérer que les plateformes sont des médias? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il y a un certain nombre de gens qui voudraient que les plateformes soient des médias, soient responsables de leur contenu, mais si vous voulez, liberté d'expression, compagnie, liberté académique, tout ceci est très complexe. Nous ne sommes pas seuls, et ça c'est bien. Il y a eu un comité citoyen qui, en février, a rendu un rapport, je vous le passe, vous le verrez, je passe qui est totalement en phase avec tout ce qu'on a dit. Hein. Bon, ils avaient rencontré, mais ça c'est autre chose. Hein. Donc, alors le climat, c'est le même combat, et je laisserai M. Jouzel en parler. Et je vous poserai la question, est-ce que tout ce que j'ai dit est duplicable au climat? Quand on lit le Haut Conseil pour le climat, dans ses recommandations, on trouve des recommandations qui sont presque du copier-coller dans tout ce qu'on a dit. Donc, j'ai parlé de la santé, mais il y a beaucoup d'autres domaines où c'est à peu près pareil. Les vétérinaires ont même commencé avant nous. Hein. Il y a une organisation mondiale vétérinaire, hein, on est en contact avec eux, et les vétérinaires ont fait pas mal de choses dans ce domaine-là. Tout le monde y est, il y a beaucoup de rapports, et une surprise qu'on a eue aussi, plusieurs surprises. L'ARCOM, Viginum, toutes les plateformes, quand on leur parle de désinformation, c'est élection, c'est un certain nombre d'autres choses, mais la santé, qui semble-t-il rentre pour 40% des désinformations, n'est pas dans le périmètre de ces gens-là. Donc actuellement, l'ARCOM est en train de changer et de reprendre un certain nombre de choses parce qu'ils se sont aperçus que dans la santé, il y avait aussi beaucoup de désinformation, hein, et ces désinformateurs peu nombreux sont très actifs. Donc il y a eu beaucoup de sensibilité là-dessus. Je terminerai sur cette diapositive qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Le combat va être difficile. Par contre, soyons positifs, j'en parlais un petit peu avec Dominique, on a été extrêmement surpris qu'il se fait beaucoup de choses en France, dans les petits pays, à droite à gauche, de trucs, mais que rien n'est coordonné, les gens manquent d'outils, les gens manquent parfois de métiers, mais il se fait énormément de choses. Ça, c'est déjà très positif, et il faudrait le pousser, l'organiser, et vous le savez très bien. Mais d'autre part, il y a des situations qu'on a observées, comme les déserts médicaux, qui font très clairement le lit de la désinformation. On parle à un maire d'une petite commune qui nous raconte « Moi, j'ai fait une maison médicale, j'ai construit du béton. Le médecin il est venu 6 mois, puis il est parti. Puis le deuxième, il n'est pas resté. Et j'ai 3 naturopathes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit « On vous paye le loyer, banco. » Alors je leur ai dit « Si quelqu'un me paye le loyer, je les mets. » Et puis je constate que je suis moins emmerdé le week-end depuis qu'ils sont là. Alors bien sûr, il y a marqué maison médicale. Bien sûr, certains sont venus me voir en me disant « On m'a conseillé d'arrêter ma chimiothérapie de mon cancer. » Écoutez, ça je peux tout vous le raconter, ça se passe comme ça dans ma commune, mais si vous voulez, moi c'est la paix dans ma commune. Depuis que j'ai ça, et ce désert médical, je ne pouvais pas lutter contre. Je vous remercie. C'est un exposé qui quand même donne un peu d'espoir, hein, parce que quand même il y a une réflexion à un niveau élevé et des recommandations, bon, elles sont un peu généreuses, on ne sait pas si elles seront suivies, mais enfin bon. Il y a une proposition de loi qui il y en aura quand même certainement quelques-unes. Alors, des questions? Merci pour cet exposé, dans lequel, modestement, je me suis retrouvé. J'ai un esprit très critique. Et donc, ce que vous faites ressortir, entre autres choses,
c'est un manque d'esprit critique. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité de l'éducation nationale, et donc au-dessus. Je pense que l'éducation nationale, au lieu de faire des stages professionnels en troisième, en seconde, elle ferait mieux de pousser à l'esprit critique. J'ai toujours en tête cette pensée d'Achard. L'école n'est pas faite pour la société, c'est la société qui est faite pour l'école. Oui, on a parlé à l'éducation nationale, on a parlé des profs, de SVT, compagnie. Effectivement, je vous rejoins totalement. Et ces profs sont parfois un petit peu même démunis. Et quand il s'agit de la science, ils ont des kits pour parler du climat et du nucléaire. Mais vous sortez au bac et vous n'avez jamais entendu le fait qu'un médicament peut avoir des risques et des bénéfices. On ne vous l'a jamais dit. Si on vous a parlé santé, c'est un tout petit peu sexuel, des trucs comme ça, et c'est tout. Hein. Alors je parle pour ma paroisse. Donc ils sont démunis. Et puis on a eu des gens qui nous ont dit, moi, j'aimerais bien, le prof de SVT, il veut que je rentre dans l'école, que j'aille l'aider, puisque moi j'ai la connaissance. Mais comme il faut la signature du ministre pour que je passe la porte, ça c'est pas fait. Oui, moi brièvement, je voulais revenir sur la désinformation qui atteint malheureusement le monde médical. Et notamment sur les vaccins. Est-ce que la situation a évolué positivement ou est-ce qu'elle est toujours critique? Oui, en France, ça va être mieux que dans d'autres pays. On peut déjà dire ça. Non, elle évalue pas très bien. Ça va se compliquer encore un peu. J'étais avec Mme Lacombe ce matin sur un truc de maladie infectieuse. On n'est pas prêt, il va se passer encore plein de choses. Sur le hantavirus, il y a quand même des progrès dans les télés. Parce que M. Raoult et ses copains n'ont pas été invités, alors qu'ils ont été très actifs sur les réseaux sociaux pour proposer la chloroquine. Donc il se passe déjà un petit peu des choses, mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas pire que quelqu'un en blouse blanche qui désinforme. Je voudrais intervenir sur l'école et qu'il n'y ait pas trop de désinformation. Mais le mot devient tarte à la crème ici, sur ce qui se joue et ce qui se passe à l'école. Et notamment aussi sur le rapport à ce qui a été dit ici sur l'esprit critique. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a pas mal de collègues à moi dans la salle. Il me semble qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, à l'éducation nationale, on ne cesse, et les professeurs ne cessent, d'éveiller à l'esprit critique. Mais, et donc, que ici se tienne un discours aussi critique de l'école et de l'éducation nationale me déplaît et me paraît totalement faux et inadapté. Ce qu'il y a de nouveau, en effet, et le point sur lequel nous, professeurs, nous sommes désarmés, c'est ces nouveaux réseaux. Et si aujourd'hui, notre propos dans ce colloque, c'est les sciences et la démocratie, ou comment la démocratie est attaquée, notamment par les réseaux, voilà, et les algorithmes, et ces nouveaux moyens, là, je suis d'accord pour qu'il y ait une commission d'enquête, ou je ne sais pas quoi, sur comment s'armer vis-à-vis de ça. Mais les profs sont ceux qui tentent toujours de former à l'esprit critique. Ils sont tous volontaires, dévoués, là j'ai aucun état d'âme. Hein. On a aussi peut-être constaté qu'entre certaines grandes villes, ici, et ma petite fille qui est au lycée à Briançon, hein, le prof de SVT que je connais est totalement démuni, totalement seul, il ne connaît rien de tout ça, et il n'a pas de voisin, il n'a rien qui l'aide. Il y a la PPG, hein. Il y a un excellent... Mais on parlait surtout de médecine. Oui, juste sur la médecine, c'était pas sur les autres sciences. C'est en médecine que... Excuse-moi, mais justement, on a eu un guide sur les médicaments qui avait été fait d'ailleurs avec les médecins, et il y a eu un tas de... Maintenant, c'est celui-là parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a eu un tas de publications, et un prof démuni, s'il est tout seul dans son coin, il peut s'affilier à l'association des professeurs de biologie et chirurgie. Donc il y a des choses à faire. Voilà. Oui, chaque fois que je le croise un adolescent, je me demande ce qu'il a appris en SVT. Oui. Moi, je voudrais dire, je suis quand même plus sceptique
explique que toi, Emmanuel. Parce que moi, je suis enseignante de sciences physiques, et sur le problème de l'information des médecins, alors des écoles qui ne sont pas exactement de l'école, mais j'anime donc une antenne d'université tous âges, et on fait venir des professeurs de médecine. J'ai dû me battre en disant que nous avons des fonds publics, nous devons faire de l'éducation médicale, et chaque année je fais venir un spécialiste dans un domaine, en me disant, au moins les gens iront consulter à Besançon qui sont là, quand ils auront vu la tête du professeur, ils seront moins... Oui. Mais les médecins de famille ne savaient pas. J'ai eu 7 cas de personnes qui voulaient aller au centre de gériatrie de Besançon. Il faut une lettre du médecin traitant. Sur 8 qui ont fait la démarche, il y en a 7 qui ont appris au médecin que le centre existait. Alors on est tous d'accord avec ces compétences. Vous avez une question? Et on n'enseigne pas, mais on n'enseigne pas du tout dans l'enseignement de... Voilà. Un élève est bachelier, il ne sait même pas où sont ses poumons. Mais par contre, il sait où sont ses testicules, rassurez-moi. Pas sûr. Très vite, mais c'est à peine une question. Bon, attendez, un peu de calme et de silence, qu'on puisse entendre la question suivante. Je suis clinicienne, mais pas médecin. Mais oui, excusez-moi, mais par rapport à la question de l'esprit critique, mais est-ce que les adultes en ont pour ce qui concerne la médecine? Alors, il y a des indicateurs qui s'appellent la littératie en santé, il y a des enquêtes. La littératie, c'est comment on va pouvoir comprendre, manipuler les informations en santé. Il y a des enquêtes sur toute l'Europe. En France, 40% de la population n'est pas capable de comprendre et utiliser des informations de santé. Je pourrais vous donner des références. Sur la désinformation en santé publique, vous avez cité donc les phénomènes complotistes, etc. Mais vous n'avez pas mentionné l'action de certains lobbies, par exemple le lobby de l'alcool qui a retardé les campagnes d'information sur le Dry January, par exemple, c'est parfaitement documenté, ou alors les campagnes dont sont victimes les tenants de Nutri-Score, le professeur Herzberg, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette autre source des informations? Le politique ne fait rien et le politique, dans certains cas de l'alcool, désinforme. Le Dry January n'existe plus. C'est pas parce que l'agence qui le faisait ne veut pas le faire, hein, c'est parce qu'il y a des oukases politiques. Et cette agence, qui s'appelle l'Agence de santé publique, que je connais très bien parce que je suis référent intégrité scientifique, on est en train de la démanteler et de lui enlever les campagnes de santé publique pour les remonter plus haut dans l'administration. Donc si vous voulez, ces campagnes, il y a des lobbies qu'on peut comprendre, de l'agriculture ou d'autres qui poussent tout ça. Mais il y a un très gros problème là-dessus. Un témoignage de salle des profs avec une interrogation du coup. Je crois qu'une des difficultés qu'on a aussi quand même dans l'EducNat, c'est que le milieu des profs est le milieu qui sociologiquement correspond le mieux aux critères de croyance dans les pseudosciences. Ma salle des profs, tout le monde croit à l'homéopathie, des profs de maths expliquent qu'on peut faire enlever le feu, et ils me recommandent tel et tel praticien qu'on a en Ardèche, etc. Les croyances sont extrêmement répandues. Pendant le Covid, la personne qui a fait le relais dans la salle des profs de la vidéo de Christian Velot, c'est un militant anti-OGM qui est devenu anti-vax pendant le vaccin ARN messager, c'était la prof de SVT. On a des difficultés là-dessus. Ouais, des ateliers de sophrologie qui sont faits par la prof de maths. Non, moi, je suis le seul à m'y opposer dans mon établissement. Je suis en rupture avec tout le monde dans mon établissement sur ces questions-là. On s'entend bien sur la musique, mais là-dessus, pas du tout. Et donc, ma question, c'est comment on pourrait faire pour injecter dans l'éducation nationale de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, j'aime pas trop le terme, parce que ces gens se pensent très critiques. Ils savent le pouvoir des lobbies, tout ça, ils pensent qu'ils sont très critiques. De la culture scientifique, de la méthode. De savoir qu'on a une source et qu'on faut dire comment elle vient, et qu'il y a de l'incertitude. Voilà. Je vous propose que moi je fais en AP avec les élèves, à un moment donné je leur dis pas qu'on fait d'esprit critique,
Je leur dis, on va faire de la méthodologie globale sur l'analyse de documents. Et je leur commence par leur montrer le graphique de Wakefield qui fait une corrélation entre les cas d'autisme et la vaccination contre la rougeole, tout ça. Et mes élèves, ils y vont à fond. Ils disent, bah oui, le graphique, il nous montre que c'est clair, tout ça. Je leur montre juste après un graphique qui montre l'évolution des ventes de produits bio en magasin et l'évolution de l'autisme. Les deux courbes sont complètement parallèles. Là, les élèves ils disent, ah ben non, mais pas du tout, c'est pas le bio qui provoque l'autisme, ou alors l'autisme fait manger bio en mais sens ça, inverse. c'est une fraude très connue. La fraude de Wakefield, c'était un fraudeur. Hein. Oui, je sais bien que c'est un fraudeur, mais il a un graphique, on parle de l'analyse de son graphique. Mais moi, je pense qu'il faut faire des cours de méthodologie sur qu'est-ce que la science, qu'est-ce qu'une preuve en science, quelle est la valeur d'un témoignage par rapport à un autre truc, qu'est-ce qu'une étude, comment est-ce qu'on mène correctement une étude, comment est-ce qu'on analyse un document, que corrélation n'est pas causalité, etc. Et je pense qu'on a besoin de cours de méthodologie on a besoin de changer dans l'éducation nationale qui soit transdisciplinaire. Moi j'ai été très marqué par un de mes fils qui a été prof de sciences pendant 11 ans en Nouvelle-Zélande, au collège. 2 fois par mois, il consacrait 3 heures à dire découpez un truc scientifique d'un magazine chez vous, de vos parents, et on amenait cette page et on passait 3 heures à la lire et à chercher les sources. Adolescent. Mais il n'avait pas de programme aussi. Il faisait ce qu'il voulait. Il n'avait pas l'éducation nationale qui lui disait ce qu'il fallait faire. Je peux me permettre quand même une question, puisque on a quand même un grand expert des recherches sur les fraudes, et on voit que maintenant avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de fausses publications, et ça c'est très dangereux pour le futur de la science. Parce que il y en a dans vos domaines aussi, hein. Juste un chiffre pour illustrer ça. Février 2026, des Australiens que je connais publient un article dans une grande revue, le British Medical Journal, qui dit que 10% des articles dans le cancer, dans la base de données PubMed, je ne parle pas de revue prédatrice, dans la base de données PubMed, seraient faux ou inventés. Je dis bien 10%. Ils ont utilisé BERT, un truc qu'ils ont entraîné sur les articles rétractés, c'est un très très gros travail. C'est encore peut-être à l'état, les hypothèses étaient 3 à 4%. Là, on a une donnée très factuelle. Est-ce que c'est généralisable? Je ne sais pas. Hein. Et vous savez que dans le domaine des maths, les computers, Archive, l'archive, ne veut plus prendre de revues de littérature sur sa plateforme parce qu'ils ne peuvent plus rien contrôler. c'est quand même très grave. Non, c'est plus grave que ça. Mais c'est grave pour la science. Et je termine en disant que c'est le milieu académique et les sociétés savantes qui ont laissé partir ça à un milieu mercantile qui maintenant contrôle tout. Bon, merci, on ne présente pas Jean Jouzel, mais quand même, je peux quand même dire que Jean Jouzel, c'est un paléoclimatologue spécialisé dans les problèmes de glaciologie, qu'il est directeur de recherche émérite au CEA, qu'il a eu la médaille d'or du CNRS, qu'il a eu le prix Vattelsen, qui est un prix équivalent du prix Nobel dans sa discipline, et qu'on lui doit des travaux sur les carottes de glace qui permettent de faire l'histoire du climat depuis 800 000 ans. Donc c'est assez extraordinaire. Donc, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que vous le savez sans doute, il a été vice-président du groupe du GIEC, du groupe de travail sur les bases scientifiques du changement climatique. Donc, groupe d'experts internes, vous savez ce que c'est que le GIEC, voilà. Et qu'il a mis en avant beaucoup d'actions pour le climat, comme le pacte finance-climat et Team for the Planet, et beaucoup d'autres choses. Et je mentionne aussi qu'il est président du MURS, Mouvement universel pour la responsabilité scientifique, auquel nous nous sommes croisés. Voilà. Merci. Merci Jean, merci Michel. On va y arriver. Ouais, Michel, t'as presque tout bon. Oui, je n'ai pas tout dit, hein, parce qu'il en a grand comme ça de prix, etc. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à intervenir cet après-midi.
Donc dans cette session sur le partage égalitaire du savoir. Voilà, je reçois l'invitation de Jean. Et j'ai répondu trop rapidement peut-être. Pourquoi? Parce que, en fait, Michel l'a dit, mon domaine c'est vraiment... donc, voilà, pour dire que c'est un petit peu faux, c'est que j'ai terminé mon éméritat en janvier dernier, comme je l'ai dit, jusqu'à fin 2025. Voilà, je suis rentré au CEA 68, donc 57 ans et quelques mois dans la même entreprise, c'est déjà pas mal. Voilà, donc, mon domaine de recherche, c'est effectivement les climats du passé. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est en quoi les climats du passé nous apportent des informations pertinentes vis-à-vis de son évolution future. C'est vraiment ce qui m'a intéressé, le lien entre, par exemple, le lien entre gaz carbonique et climat. Donc on a mis en évidence en 87 avec Claude Lorius et son équipe, ou bien la découverte de relations climatiques rapides. On voit tout de suite le lien entre ces découvertes dans les climats du passé. Ça nous interroge sur effectivement le climat du futur. Je me suis intéressé très rapidement au climat du futur à travers une participation au GIEC. J'ai participé à 4 rapports du GIEC, puis à pratiquement toutes les conférences climat depuis 2001, qui sont au titre de la délégation française. Voilà, donc le climat du futur, je me suis beaucoup intéressé également. Et bon, je crois, par rapport, c'est peut-être important de dire, je crois que dès le départ, dès les années 80, j'avais le sentiment qu'il fallait aller vers les gens, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas rester dans son... C'était pas très généralisé. Beaucoup de gens pensaient que nous devions rester dans notre tour d'ivoire. Moi, j'ai toujours pensé le contraire, c'est-à-dire que le rôle du scientifique, c'est d'aller vers l'extérieur, voilà, vers les jeunes, vers les décideurs politiques, vers les médias. Et j'ai toujours eu cette attitude, enfin, quand on me demandait de témoigner, et ça arrivait assez souvent. Voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à la communication, également voilà, donc la communication, le lien entre science et politique me semble très important dans le domaine, dans d'autres aussi, la santé bien sûr c'est tout à fait pareil dans beaucoup d'autres, répondre aux sollicitations des décideurs politiques m'a toujours semblé aussi être de notre rôle. Bon voilà, à travers cela j'ai participé, je dirais, de façon active, plus ou moins à l'élaboration des politiques publiques dans le domaine climat-énergie depuis les années 2000 en France, à travers le Grenelle de l'environnement, toutes les lois climat à travers différents comités. Une dernière expérience qui a été pour moi une expérience très démocratique et intéressante, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'ai eu la chance d'y participer au titre du comité de gouvernance. C'était vraiment un très bel exemple de science et démocratie, je crois. Voilà, donc j'ai aussi, tu l'as mentionné, d'autres engagements, des engagements plus politiques, hein, voilà, donc sur le pacte finance-climat, disons aussi sur Paris, voilà, donc des engagements aussi associatifs. Hein. Je suis président de Météo et Climat depuis une quinzaine d'années, c'est la société savante dans notre domaine, et je crois, Hervé, tu as raison par rapport dans ce que tu as dit sur le rôle de société savante par rapport aux publications, ça vraiment interroge. Voilà, donc... et finalement, j'ai accepté, quand Jean m'a contacté, de témoigner d'apporter un témoignage sur quelque chose qui m'intéresse. Disons, je ne suis pas professeur, je ne suis pas enseignant, enfin, je donne quelques cours, voilà, mais voilà, sur quelque chose dans lequel je me suis, disons, plongé, intéressé, assez récemment, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, disons le rôle important de l'enseignement. Ce que je vais dire, c'est ce que vous avez dit tous. C'est bien beau de partager le savoir, le partage égalitaire du savoir, il y a un prérequis, c'est d'avoir le savoir. Voilà, donc on ne peut pas, pour moi, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, voilà, donc c'est un peu ce qui m'a intéressé. Alors, je m'étais aussi, je crois, dans la réponse que je t'ai faite, Jean, j'avais dit aussi, je parlerai un peu du climato-scepticisme, de tout ce qui se passe sur notre planète. Ça, je ne le ferai pas, parce qu'en regardant le programme définitif, que je ne connaissais pas quand tu m'as contacté, voilà, j'ai vu que ça a été largement adopté, largement couvert par David, et ce matin également. Voilà, mais
quand même, moi je l'ai vécu ce climato-scepticisme, mais bon, ça vaut le coup de le rappeler quand même, hein, dans nos domaines en France. Il faut voir le tort que peut faire Claude Allègre, si vous regardez. Voilà, non mais, enfin là je parle plus climat évidemment, ça a existé. Hein, voilà, c'est une forme de climato-scepticisme. Voilà, il y a eu cette réunion à l'Académie des sciences en 2010, disons vraiment à l'instigation de Valérie Masson-Delmotte. Hein, c'est vraiment elle qui a fait, disons, qui a fait cette pétition qui était à l'origine de cette réunion de l'Académie des sciences, mais ça interroge, ça a été aussi chez nous et ça reste chez nous. Hein, je ne sais pas, David, dans les climato-dénialistes, il y a quelques Français qui restent hein, quand même. Hein, ouais, on peut en discuter, mais on en connaît, hein, donc ils existent toujours. Voilà. Un autre exemple qui pour moi est aussi une forme de climato-scepticisme plus rampant. Une discussion avec, enfin un échange avec Patrick Pouyanné au MEDEF, la vie réelle. Pour moi, ça c'est du climato-scepticisme, c'est-à-dire l'inaction. L'inaction, c'est une autre forme de climato-scepticisme. Alors, je ne m'étendrai pas, je ne vais pas être trop long d'abord, parce qu'on est peut-être un peu en retard et c'est pas nécessaire, mais je veux dire, le climato-scepticisme, disons, il évolue. Hein, au départ, d'abord, le scepticisme est quelque chose de tout à fait légitime, c'est très important. Hein. Moi, j'ai toujours pensé et toujours dit que c'est à nous, enfin, notre communauté, ça peut être pareil pour la santé, qui avons la conviction, pardon, je ne suis pas tout seul à avoir la conviction que le réchauffement climatique c'est un problème, qu'il faut le prendre à bras-le-corps, c'est à nous de convaincre. Mais à un moment, on tombe sur des murs, sur des... Voilà, sur vraiment des gens, d'abord, de l'inélégance, c'était le cas d'Allègre, c'est le moins qu'on puisse dire, un refus de regarder les arguments, un refus de discuter qui est vraiment très difficile à accepter. Au départ, c'était un climato-scepticisme basé sur la science. Alors après, c'était difficile de dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Hein. Bon, c'est même difficile de dire qu'il n'est pas lié aux activités humaines. Maintenant, le climato-scepticisme, ça consiste à dire, eh bien, voilà, oui, c'est vrai, mais il y a d'autres problèmes. On verra plus tard. Ça, c'est le climato-scepticisme de Pouyanné. Il y a la vie réelle. La vie réelle, c'est qu'on me demande du pétrole et du fioul et du voilà, du gazoil, donc j'en fournis. Voilà, donc c'est une forme de... Et la prochaine étape du climato-scepticisme, c'est la géo-ingénierie. Hein, voilà, donc on aura des solutions, la technologie, disons, trouvera toujours des solutions pour faire face au problème, ce qui est évidemment est faux. Voilà, donc, en gros, donc, voilà, je vais quand même dire quelques mots par rapport à ce que j'ai, disons, le titre que j'ai donné finalement. Voilà, donc de la nécessité à former, sensibiliser à la transition écologique, c'est vrai aussi, tu l'as dit Hervé, pour la santé, hein, pour tous les domaines d'ailleurs, cette nécessité de formation. Alors, je m'y suis intéressé, donc je suis ingénieur CEA, chercheur au CEA, je l'ai dit depuis, bon, j'ai fait ça pendant presque 6 décennies, j'ai enseigné un petit peu, mais je n'ai jamais été disons, vraiment impliqué à l'université. Donc, mais je me suis intéressé, et j'ai été contacté il y a une dizaine d'années maintenant par Pierre Léna qui avait envie de mettre sur pied, disons vraiment quelque chose d'ambitieux, et il a réussi en termes d'aide à l'aide. Donc aider les enseignants, disons fournir aux enseignants disons, le matériel pour disons, être sensibilisés. Et Pierre, disons, est un astrophysicien. C'est assez remarquable, c'est Pierre Léna, astrophysicien, qui a proposé, donc, disons, de créer cet office sur l'éducation au climat. C'est assez remarquable, et donc il m'a embarqué dans cette aventure. Voilà, on a pas mal interagi au début, il y a maintenant une dizaine d'années. Le projet a été repris par Éric Guillardi, il marche très bien, j'en dirai quelques mots. Ensuite, bon, ce qui m'a pas mal occupé il y a maintenant 5-6 ans, et, je vais dire un petit peu comme toi Hervé, c'est un rapport qui n'est pas resté dans les tiroirs, heureusement. Ce rapport sur la sensibilisation, la formation, la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Voilà, et puis ça a aussi débouché un peu, enfin disons, ça a contribué à mettre en place la formation des fonctionnaires. Alors, bien sûr, dans notre rapport, il y a tout un chapitre sur la formation des enseignants aussi, on discutait de ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc je vais parler pas trop longtemps, parce que sur ces 2 ou 3 aspects, voilà, donc l'office pour qui a une dizaine d'années, donc c'est vraiment l'initiative de Pierre Léna.
l'initiative de Pierre Lénat. Donc l'idée, c'est de rassembler les communautés éducatives. C'est vraiment apporter aux éducateurs, mais c'est, disons, ils le font à l'échelle planétaire, avec beaucoup d'actions, par exemple en Amérique du Sud, des réponses concrètes aux défis complexes du changement climatique, et ils le font. Donc l'arme principale de l'Office for Climate Education, c'est de partir des rapports du GIEC, voilà, et ils ont préparé des rapports, des versions du rapport du GIEC destinées aux enseignants. Donc on peut, voilà, et aussi avec voilà, beaucoup de matériel autour pour effectivement avoir une interaction optimale avec les apprenants. Voilà, donc cet office est très dynamique, marche bien, donc c'est quelque chose, moi je ne suis plus impliqué, mais c'est vraiment pour moi un très bel exemple de ce qu'il faut faire, parce qu'il faut vraiment apporter la connaissance, et ça y contribue, donc il y a d'autres manières de le faire, hein. Donc ça c'est plutôt collège, lycée, bien sûr on peut parler de la main à la pâte dans le primaire, il y a aussi beaucoup d'autres initiatives, hein. J'ai cité celle-là peut-être parce que j'ai été impliqué, je me suis, disons, je pense qu'elle est aussi très importante comme d'autres. Alors le deuxième point, c'est le deuxième, donc j'ai été sollicité, je crois, fin 2019, bien qu'étant pas enseignant, donc pour coordonner un groupe de travail sur la sensibilisation et la formation aux enjeux de la transition écologique, du développement durable dans l'enseignement supérieur. Donc, en fait, à l'époque, donc voilà, je suis, disons dans le domaine, si on parle climat, il y avait une autre ambiance à la fin des années 2002. Donc on est toujours dans la dynamique de l'accord de Paris, donc 2015. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc voilà, il y a les accords de Paris, donc les objectifs de développement durable sont, parce que c'est plus large que, disons, on parle bien aussi de développement durable au sens large dans ce rapport. C'est aussi la mise en place du Haut Conseil pour le climat qui a été mentionné, la Convention citoyenne que j'ai également mentionnée. Et à l'issue de cela, eh bien, la ministre à l'époque, Frédérique Vidal, m'invite à coordonner un groupe de travail pour faire ce rapport. Donc, en tout cas, l'animer, c'est avec Luc Avadi, donc moi je suis plus du climat, Luc Avadi est plus du côté biodiversité, voilà, environnement au sens large. Donc on fait un premier rapport en juillet 2020, et disons plutôt assez général sur les principes. Ensuite, la ministre nous commande un rapport qui, disons, dont l'objectif est d'être plus opérationnel. Donc ce rapport, ce rapport s'inscrit aussi dans la modification de la loi. La loi LPR, disons, ça devient une mission de l'enseignement. Ce n'est pas le cas avant, hein, en tout cas, ce n'était pas officiellement le cas, mais ça devient une mission à travers cette loi de l'enseignement supérieur. Cette mission est de contribuer à la sensibilisation, à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Donc ça devient vraiment, je ne crois pas que ça soit inscrit pour la santé, ça devrait l'être peut-être aussi. Donc voilà, donc on remet ce rapport en 2021, et donc en 2022, donc voilà, ça met un an à rédiger ce rapport. Il est accessible évidemment. Peut-être son intérêt, donc voilà les enjeux, les valeurs. Je ne vais pas être trop long, c'est des choses très, très classiques, mais voilà, donc c'est vraiment autour de ces principes que je ne vais pas vous énumérer, qu'on rédige sur rapport. L'intérêt, c'est, par exemple, disons, bien sûr, dans ce groupe de travail, nous sommes une vingtaine, mais beaucoup des organisations étudiantes sont, des organisations, disons, des grandes écoles et tout ça sont bien sûr représentées, mais aussi les organisations étudiantes sont très actives. Il y a une vraie demande des étudiants à l'époque, hein. On est aussi dans la mouvance des grandes manifestations étudiantes, et il y a une véritable implication des étudiants dans la jeunesse de ce rapport. Voilà, donc voilà, je redis ici que c'est vraiment les étudiants, hein, qui sont
disons, l'idée c'est de former tous les étudiants, quelle que soit la discipline, de les sensibiliser à la transition écologique et au développement durable au sens large. C'est vraiment l'idée. Il y a beaucoup plus dans ce rapport, évidemment. En particulier, il y a un chapitre complet consacré à l'enseignement tout au long de la vie. J'y reviendrai, donc, parce que c'est bien l'idée, la continuité également entre le secondaire et l'université qui n'existe pas. Il n'y a absolument pas de continuité dans les formations. Donc, voilà, les recommandations de ce type, c'est assez classique. Et puis, aussi, un chapitre, ça a été évoqué, sur la formation des enseignants. Parce que si les enseignants ne sont pas formés, eh bien, ils ne peuvent pas former non plus, bien sûr, voilà, leurs étudiants et tous ceux qui sont dans leur classe, quel que soit le niveau. Donc tout ça est bien sûr inclus dans ce rapport, c'est pas simplement sur l'enseignement supérieur lui-même. Ce que je peux dire, c'est que voilà, donc il y avait un processus de déploiement, donc il est remis en 2022. On avait mis un processus de déploiement sur 5 ans. Il y a quand même pas mal de choses qui, disons, avec. Alors on était très peu directifs, hein, surtout pas. Disons, certains certains membres du groupe de travail souhaitaient que nous soyons directifs. Disons, Luc Abadi et moi-même, on ne souhaitait pas être directif. Ce qu'on a toujours souhaité, c'est une adhésion des universités à cette vision. Hein, absolument pas. Donc on a parlé de 6 ETS, mais on n'a fait qu'une seule recommandation quantitative. Je veux dire, on n'a surtout pas voulu dire vous devez faire ça, je devez faire ça. Donc c'est simplement. Et finalement, ça marche pas mal. Il y a beaucoup d'universités. Bon, moi, je suis ici dans cette école, président du conseil scientifique, et ça marche bien. Il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a des choses qui sont passées dans. Bon, bien sûr, on est souvent sollicité pour aller là où on est invité, c'est que les choses se sont passées. Hein. À Rennes, par exemple, que je connais bien, mais il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. On est loin du compte. Hein. Tous les étudiants ne sont pas sensibilisés à la transition, mais simplement, je pense que c'était une démarche intéressante et que j'ai voulu citer parce que, bon, je redis, ça semble, mais bon, pour partager le savoir, pour vraiment l'acquérir, il faut toute cette. Voilà, j'espère que ça a servi. En tout cas, ça a servi à une chose. Hein. On avait écrit, disons le ministre, la fonction publique à l'époque avait pris ça au sérieux et donc on a interagi avec le ministre de la fonction publique. Alors, il y avait d'autres, disons, il y a d'autres rapports qui ont suggéré de former les fonctionnaires à la transition écologique et au développement durable, mais ça a vraiment joué, disons, ce rapport a été pris au sérieux par le ministre de l'époque et ça s'est mis en place. Malheureusement, dans la source de financement s'est tarie et voilà, on en est là, mais là aussi c'est ce qui a résulté. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein, donc l'importance de l'enseignement, même si moi-même je n'en suis pas spécialiste. Voilà, donc il faut vraiment continuer dans cet axe-là. Merci beaucoup. Juste dire un petit mot, c'est que dans les labos de recherche, on est aussi maintenant tous sensibilisés et nous faisons tous notre bilan labo 1.5. Y compris, bien sûr, tout ça. Enfin, il y a toute cette dynamique qui s'est mise en place, effectivement, qui est intéressante. C'est vrai dans nos laboratoires aussi, bien sûr. Non, pas bien, on n'entend rien. Je commence par la phrase qui m'a ravi. C'est que pour partager le savoir, il faut avoir du savoir. Et que donc c'est effectivement le mantra de tous ceux qui s'engagent pour transformer les enseignements en fonction des objectifs qui sont la transition écologique, etc. Mais il me semble que vous avez oublié un élément de ces engagés. Ce sont les syndicats. Les syndicats enseignants. Il y a fort longtemps, dans les années 90, il y avait une tendance école émancipée du SNES et aussi du SNESUP qui disait une école sans patron, une école sans curé, une école émancipée.
Autrement dit, le syndicat a un rôle fondamental dans la transformation de l'enseignement pour le partage du savoir. Non, bon, les syndicats ont participé aussi au rapport. Oui. Bien sûr. Et je voulais souligner cet aspect que vous connaissez bien sûr. Bien sûr. Non, moi je suis en phase avec vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr que les syndicats ont un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique. Voilà. Il y a une question là. D'abord, merci beaucoup. J'ai à la fois une remarque et une question. Donc, je reprends l'énoncé de madame. Pour transmettre pour partager le savoir, il faut l'avoir. Mais une des difficultés, je pense, et on peut commencer à l'école maternelle, sur ces questions de transition écologique, c'est que ça requiert de l'interdisciplinarité, de manière structurelle. Or, l'école française, et jusqu'à l'université, a quand même une base disciplinaire, c'est sa force, qui pousse à la segmentation aussi, et qui crée justement une très grande difficulté pour y introduire des moments, des séquences, des dimensions interdisciplinaires. Donc, il me semble que là, il y a une difficulté qu'il faudrait assumer de manière directe, qu'on a d'ailleurs essayé d'assumer de manière directe. À l'école, ça s'appelle les éducations transversales, mais on n'a pas de moyens horaires dédiés, c'est compliqué. Donc on est dans une situation un peu intermédiaire, où on sait bien qu'il faudrait de l'interdisciplinarité, et puis on a une communauté nationale et une communauté éducative qui n'est pas, on va dire, au rendez-vous de cette interdisciplinarité. Donc j'ai par rapport à ça deux questions. J'ai une question, au fond, d'après l'expérience que vous avez, on voit que ça porte surtout sur le supérieur, mais comment, même si vous ne voulez pas être directif, mais comment serait-elle constituable, étant entendu, je fais l'hypothèse qu'elle n'est pas constituée, voilà, donc comment serait-elle constituable, quel est le déplacement nécessaire dans la structuration même des savoirs académiques pour que cette interdisciplinarité puisse advenir. Et puis j'ai une deuxième une question complémentaire plus politique, parce que vous l'avez bien dit, il y a 6 ans, il y a 7 ans, on n'était pas dans la même situation politique. En ce moment, c'est catastrophique. Un mélange d'autoritarisme et de régression, y compris intellectuelle, sur ce front-là, avec quand même un silence assez important des milieux scientifiques, me semble-t-il, qui ne disent pas grand-chose au fond, et notamment dans l'adresse aux politiques, comme s'il y avait ici aussi un effet de sidération et une manière maintenant de retrait, alors qu'on aurait besoin au contraire qu'un certain nombre de grandes voix, alors il y a la vôtre, mais au fond il n'y en a pas beaucoup. Et donc comment, enfin, si on fait cette hypothèse-là, dans le contexte actuel, est-ce que ça peut bouger ou pas, et de quelle manière? Interdisciplinarité, on le dit à conscience, c'est bien sûr très, très largement évoqué dans le rapport. Notre idée, c'est d'abord de ne pas forcément ajouter de nouveaux cours. Mais vous pouvez parler de développement durable quand vous êtes géographe, quand vous êtes philosophe, quand vous êtes historien, quand vous êtes physicien. Donc, c'est s'approprier à travers votre discipline des exemples, une dynamique de développement durable. Vous pouvez parler du climat en sciences économiques, en sciences sociales. Donc c'est ça pour nous l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline qui puisse se dire le réchauffement climatique, le développement durable, c'est pas mon affaire. Et c'est vrai aussi, c'est vrai au lycée, au collège, c'est vrai également, bien sûr dans l'enseignement supérieur. Donc c'est pas forcément des nouveaux cours, c'est essayer, l'idéal serait que dans chaque, les physiciens, ça pourrait être des applications, tout cela, donc ça peut être la mise en place de solutions, mais vraiment c'est ça l'idée. Donc cette interdisciplinarité, on la conçoit bien, mais c'est plutôt comme ça qu'on l'appréhende, plutôt que d'essayer de mettre forcé, c'est plutôt instiller dans chaque discipline cette dynamique de développement durable, et voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'on l'aborde que de mettre tout le monde ensemble
de faire de nouveaux cours interdisciplinaires. C'est un peu comme ça. Voilà, sur l'engagement, ben, on essaye. Hein, vous regardez le Conseil pour le climat, je n'y suis pas, mais ils sont très, très clairs dans leur lisée, mais simplement les gens n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas dire que donc les rapports sont très bien. Donc, des gens comme moi je viens d'écrire, enfin, on a publié une tribune de libération cette semaine, une autre dans le monde. On est tous responsables, mais ça ne marche pas. Non, je sais. Mais alors, rien ne marche. Bon, je m'engage politiquement. Je me suis engagé derrière Manuel Grégoire, derrière Nathalie Appéré-Rennes. Le plan climat à Paris, c'est très... Là, il y a quelque chose qui s'est fait. Bah oui, mais j'étais président du comité de soutien d'Anne Hidalgo et disons, on en a beaucoup discuté. Je dis pas, vraiment, ça peut être joué un rôle quand même. Mais là, ça marche. J'ose dire ça. Voilà, donc oui, donc vous avez raison. On peut faire plus, je suis d'accord. Bon, on n'a pas le temps. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. On reprend à 25.